s'agissait pour lui d'établir que la tradition, le respect, que ce soit au niveau des prières, que ce soit au niveau des pratiques, que ce soit au niveau de l'importance du minhag, était le vecteur de la transmission de la Torah. Et nous reprenons notre série des sages séfarades avec le Rav Avraham Dreher. Rav Dreher, bonjour. Shalom. Shalom. Et on va parler d'une figure emblématique du judaïsme contemporain, bien qu'il soit décédé, mais il est de notre époque, puisque voilà, ça fait une on l'a douzaine entendu, d'années. on a grandi avec lui, tout à fait. On l'a connu, on l'a connu. Il était en plus très accessible, on va dire. On va parler du Rav Mordechai Eliyahu. Exactement. Zecher Tzadik V'Kadosh Livracha. Il s'agit vraiment de toutes les figures dont on a parlé. Et ici, il s'agit d'un lien vraiment personnel, d'un lien, comme tu dis, vraiment de proximité. Ouais. De proximité, parce qu'il était vraiment à l'écoute. Très accessible, ouais. Exactement. On se rappelle encore des matins où on attendait la bénédiction après la prière de Shacharit, pas très loin d'ici. À Kiryat Moshe, exactement. Il était vraiment dans tous les événements publics. À vrai dire, même en ce qui concerne la communauté française, il avait un lien tout à fait privilégié. Ouais. Ah oui, tout à fait, qui a fait de lui vraiment, on peut dire, une figure emblématique. C'est vrai, une figure peut-être même historique, et c'est vrai aussi, mais proche, personnelle. Alors, en préparant cette émission, j'ai appris qu'il était né à Jérusalem, ce qui m'a surpris. C'est vrai, on a l'impression qu'il vient de très loin, mais c'est vrai que ses shorashim, ses sources, sont de l'Irak, et plus que cela. Il est le Mamshir Darko, il est celui qui passe l'héritier spirituel, on va dire. Ouais. Exactement, très, très bonne définition, du Rav Ben Ishraï, du Rav Yosef Chaim de Bagdad. Et sa maman était la petite fille du Ben Ishraï. Il est vraiment dans tout ce qui concerne au niveau de ses, on peut dire, de ses... la chita particulière du Ben Ishraï, c'est lui qui l'a défendu tout au long de ça. Il était élu également grand rabbin d'Israël. Tout au long de ça, des postes rabbiniques qu'il a pris, c'était en réalité d'être intransigeant suivant la halakha, mais d'être capable d'inclure dans la halakha les sodotes, la partie, on peut dire, mystique, ésotérique, kabbalique de la Torah. Et c'est vraiment quelque chose qui a pris un essor particulièrement par l'intervention du Rav Ben Ishraï, mais lui-même a continué. Il a continué ce côté... cette approche qui dit, on est complètement mechuyavim de la halakha, mais il y a au-delà de la halakha des sodot et on peut dire une âme très particulière. Alors son parcours, donc il est né à Jérusalem, et il étudie dans quelle yeshiva ? Il a fait comme ce que tous les enfants, à l'époque en tout cas, à la villa à Ira Atika, c'est tout autour de Porat Yosef. Porat Yosef, c'était le centre talmudique de la vieille ville, et il y a des histoires tellement, au fur et à mesure que je parle, il y a des histoires sur chaque étape. Il était yatom, il était orphelin très tôt, et très jeune. De père, exactement. Et il a été obligé véritablement d'aider sa maman en ce qui concerne subvenir tous les besoins. Il y a une histoire fabuleuse où il fait une sorte d'accord avec un socher, avec un commerçant du chouk, en lui disant, écoute, au lieu de vendre, c'était les tourmoussim, c'était des petits... Un petit légume. Exactement. Et il lui a dit, écoute, moi je te permets de te payer si tu viens chaque jour me réciter la somme de tout ce que tu as appris aujourd'hui. Et il rappelle lui-même, nous a raconté ces histoires-là, en nous disant que c'était grâce à cela qu'il a véritablement été particulièrement... complètement dans la Torah, dans le limoud de la Torah, dans le monde de Jérusalem, et avec les grandes figures des Chachmei Sfarad, il était vraiment une figure particulière. Alors quand on s'aperçoit que c'est vraiment un génie en Torah, qu'on commence vraiment à reconnaître ses connaissances. Alors tout simplement, il est nommé juge rabbinique. C'est aussi simple que ça, 19 ans. Quelque chose de fulgurant. Dayan. Exactement. Juge rabbinique, Dayan,
pas seulement au niveau de sa connaissance, qui a été particulièrement phénoménale chez lui, c'est qu'il avait une guicha, une approche de vécu, d'expérience humaine inégalée, capable de combien d'histoires de diunim, de débats rabbiniques, il s'agissait de trancher, il a trouvé par toutes sortes d'astuces, par toutes sortes de chokhma, de sagesse particulière, de sagesse humaine particulière, de pouvoir être capable de voir véritablement les témoignages qu'il fallait et les décisions qu'il fallait au moment où il fallait, par ce sourire, par cette chaleur humaine, par cette perspicacité, c'est très, très particulier, perspicacité de faire entendre la vérité, même s'il a en face de lui quelqu'un qui n'était pas particulièrement prêt, en tout cas a priori, à lui confier tout. Alors, il devient après grand rabbin d'Israël. En effet, c'était toute l'ascension dans le tribunal rabbinique a été également couronné, on peut dire, par la prise de fonction à la tête, du grand rabbinat d'Israël. Il s'agissait de 10 années où il était en pair avec le Rav Avraham Elkana Shapira, le Rosh Yeshivat Merkaz Harav, les deux maîtres qui ont été vraiment, on peut dire, un symbole, en fait, de manière générale, attention, il ne s'agissait pas ni pour lui ni pour le Rav Shapira d'investir le monde politique, mais c'est vrai qu'ils ont été, en fait, quelque part des symboles du monde sioniste religieux. Alors ça, c'est important parce que c'est quand même quelque part une nouveauté alors, il y a une partie aussi politique, peut-être qu'on va aussi en parler, mais d'une façon générale, le monde séfarade et le monde sioniste religieux, c'était pas quelque chose d'évident, en fait. Non, pas du tout. Pour toutes sortes de raisons historiques, sociologiques, vraiment, il aurait peut-être fallu en parler de façon une analyse plus approfondie. Mais c'est vrai que de manière générale, c'était assimilé en fait au fait que le monde sioniste religieux, c'est un monde essentiellement ashkénaze, c'est un monde des yeshivot de Merkaz Harav, le Rav Kook. Exactement, et la sensibilité sfarade qui était, on peut plus Ohev et Sion, et sioniste de façon complètement engagée, avait disparu un peu quelque exactement. part. Au niveau, on va dire, on peut appeler ça au niveau politique, au niveau social, au niveau tzibouri. C'était cette façon-là. Mais alors lui, il a été capable de mettre ça au centre même de la Torah qu'il a dispensé, l'attachement qu'il avait avec la terre d'Israël, l'attachement qu'il avait avec le peuple d'Israël, l'attachement qu'il avait vraiment, un ferveur du grand Israël, déjà depuis sa jeunesse, mais même dans les fonctions qu'il a occupées, on rétablit en fait, je pense que c'est ça le challenge qu'il a relevé, on rétablit le fait que le monde sioniste religieux n'est pas nécessairement ou pas automatiquement ashkénaze. D'ailleurs, il a été, on va dire, très proche du Mafdal à l'époque, le parti de Mafdal. Là aussi c'est manienne. Le fait qu'il soit très proche du Mafdal, c'est vrai par sa Torah, mais est-ce qu'il avait une sorte de position de tranché au nom du parti, c'est pas vrai, parce que c'était très intéressant de voir que tous les ministres, que toutes les personnalités politiques de ce parti politique prenaient, et bien évidemment conseil chez lui, mais ils n'ont jamais fait l'instance totale. D'accord. Et en tout cas, c'était plus d'un consultant, c'est en soi important, mais jamais en tant qu'établir comme fin mot politique. Alors chaque rabbin a en général un domaine comme ça qu'il préfère, où il est plus spécialisé. On a vu avec le Rav Messas qu'elle était spécialiste dans tout ce qui était Agunot. Est-ce que chez le Rav Eliaou, on avait comme ça un domaine plus particulier? Il s'agissait pour lui d'établir que la tradition, le respect, que ce soit au niveau des prières, que ce soit au niveau des pratiques, que ce soit au niveau de l'importance du minhag, était le vecteur de la transmission de la Torah. Je pense que c'est très important de comprendre que quelque part une sorte d'évaluation de ce qui était Mekoubal à l'époque, de ce qui était compris à l'époque, ou en tout cas assimilé à l'époque, c'était de dire que pour pouvoir être érudit dans la Torah, on a besoin nécessairement de laisser de côté l'héritage, on va l'appeler familial, ancestral et traditionnel, pour adopter en fait les positions des maîtres contemporains. Mais lui, il était toujours, je me rappelle combien de fois qu'on a pris conseil, qu'on a posé la question, toujours il nous disait:
de quelle communauté tu viens, comment tes parents faisaient, comment tes grands-parents faisaient. Ben, il était particulièrement méticuleux sur le fait de dire qu'il ne s'agit pas pour renforcer le monde de la Torah, de créer un nitouk, une cessation, une coupure de cet enseignement traditionnel, familial et ancestral. Au contraire, le moyen d'être capable. Bien évidemment il prônait le fait que dans le dor de la Géoula, au moment où on revient en Israël, on attend impatiemment le moment où le Sanhédrin arrivera enfin à pouvoir établir une halakha commune pour l'ensemble du peuple d'Israël. Nachon. Mais ça ne voulait pas dire pour lui que pour autant, il fallait laisser de côté l'héritage de chacun. Au contraire, il a été vraiment un fervent militant du respect de la tradition ancestrale. Très bien. Ben voilà, sur le Rav Mordechai Eliyahu, Tzadik v'kadosh libracha. Son fils qui continue d'une façon... Le Rav Shmuel, Hashem Yishmeru, c'est Nachon. Qui continue d'une façon vraiment très fort la tradition familiale. En tout cas, merci beaucoup Rav Drey de nous avoir parlé du Rav Mordechai Eliyahu. Toda rabba. Et bonne semaine. Shabbat shalom. Shabbat shalom.